baisse décidée par l'État. Baisse du prix sur la baguette de pain, les boulangeries s'alignent, de même que les boutiquiers sur le prix du kilogramme de sucre en poudre cristallisé. Donc, les consommateurs félicitent le gouvernement et demandent un suivi. Les boulangers, eux, veulent de larges concertations avec les meuniers pour ne pas vendre à perte. C'est un reportage de Salimata Awa. 150. Ce consommateur tout sourire tient sa baguette de pain qu'il a payée à 150 francs, le nouveau prix fixé par le gouvernement. Dans cette boulangerie sise à la rue 6 de la Médina, Alima est vendeuse de pain. Elle confirme la baisse mais plaide pour des concertations avec les meuniers car le poids reste inchangé. Le kilogramme du sucre aussi a connu une baisse. 600 francs, c'est le prix recommandé. Ahmad Tidjane Ba est boutiquier. Il dit accepter de vendre à ce prix pour ne pas être sanctionné. Le gouvernement mais lu ñu jëndé ak lu ñu wax bokul mais am nañu choix parce que mënuñu leen wéddi dama yaakaaroon ñoom dañuy bàyyi ba dépôt yi jeex ñu bàyyi ba dépôt yu bees yi ñu wàññi nga xam ne du gaañ kenn du leen gaañ du ñu gaañ waaw suñu sañoon quoi mais kon ko demeewuñu noonu leen dañuy obligé nangu la suñuy client. Les consommateurs tout heureux veulent un strict suivi de ces mesures. baax na de buñ ko gënee wàññi sax moo ñu gënal ñu dëkk bi dafa metti na moom trop. Annoncé la semaine dernière, la baisse est effective ce lundi 24 juin. Beaucoup de commerçants craignent de vendre leurs produits à perte. Sur ce, ils espèrent du gouvernement des mesures d'accompagnement. Voilà pour certains quartiers de Dakar. À Fatick, la baisse du prix du pain n'est pas effective. Ce matin, les consommateurs ont acheté aux prix habituels. Le service régional du commerce invite les consommateurs à un peu de patience. Un conseil régional de la consommation va se tenir dans un court délai pour rendre la baisse effective dans la région. Aminata Goudjabi. Salam alaikum. Cette boulangerie de la ville de Fatick fait partie des préférés des consommateurs en raison de la qualité du pain qui y est produit et vendu. Les clients ont été déçus ce matin, aucune baisse constatée sur les prix. Je l'ai acheté à 125 comme d'habitude. Donc il n'y a pas eu de baisse? Non. Dans les boutiques et gargotes implantées aux alentours, les baguettes, tous modèles confondus, ont été vendues au prix habituel. Au quartier Diamoguène de Sokone, cette mère de famille, panier à la main, se rend au marché. Daya Chafal a hâte que les nouveaux prix du pain et des autres produits alimentaires soient appliqués dans les régions. Ce matin, j'ai acheté 2 pains à 350 francs CFA. J'ai pas remarqué de baisse. Franchement, nous patientons pour voir. Les consommateurs de la région de Fatick devront patienter juste quelques jours. Il y a une procédure à suivre dans ces situations selon le service du commerce. Un conseil régional de la consommation sera bientôt convoqué. Mamadou Moustapha Ndiaye, chef du service du commerce de Fatick. Le conseil national de la consommation a adopté des prix plafonds, mais ces prix sont applicables dans la région de Dakar dès la publication de l'arrêté. Maintenant, pour la région de Fatick, le conseil régional de la consommation va se réunir incessamment sous convocation du gouverneur de la région pour adopter les prix plafonds de ces produits de grande consommation en prenant en compte les différentiels transport et les frais de manutention. Et c'est après cela que les mesures de baisse seront effectives dans la région avec des opérations de sensibilisation, d'affichage, de surveillance et de contrôle. Ce boutiquier d'un quartier de Sokone promet d'appliquer les nouveaux tarifs du sucre, du riz et du pain après la tenue du Conseil régional de la consommation. Cette réunion va définir les prix adaptés aux différentes localités de la région. Aminatou Goudjabi, Fatick RFM. L'ASCOSEN, l'association sénégalaise des consommateurs, lance un appel aux autorités pour trouver avec les meuniers des pistes de solutions pour une baisse effective du prix du pain. Le vice-président Mohamed Sissé ajoute quelques réclamations en dehors de Dakar suite à la baisse. Il est joint par Awambaye. Le seul quoi que nous avons constaté ce matin, c'est la rencontre des meuniers n'avait pas encore abouti en amont, ce qui a fait que les meuniers ont arrêté leur production.
Et ça a pour conséquence quand même un impact sur le prix du pain. Et nous attirons l'attention de l'autorité qu'une réunion doit se faire d'art afin qu'on puisse trouver une solution. Par la subvention, par exemple, les meuniers doivent avoir quand même, comme d'habitude, s'il y a un manque à gagner, que l'État prenne la place, et nous attirons l'attention de l'autorité que ça doit se faire rapidement. Le deuxième problème, c'est l'information du consommateur, parce que les prix ne peuvent pas appliquer sur l'ensemble du territoire en même temps. Donc nous avons eu des réclamations au niveau des régions et les conseils régionaux de consommation doivent se tenir le plus rapidement afin de décider les prix qui doivent être appliqués dans les régions. Ce sont ces deux problèmes que nous avons remarqués et nous demandons à ce qu'une solution soit trouvée le plus rapidement à l'endroit des meuniers et que les autres régions tiennent rapidement leurs conseils régionaux de la consommation. Sachez justement que les meuniers rencontrent à l'instant le ministère en charge du commerce et bien sûr nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce dossier à 12h08. RFM, la radio de toute l'actualité. 78 pèlerins sénégalais ont été détectés positifs au Covid-19 à leur retour de la Mecque. Le ministère de la Santé a renforcé son dispositif de surveillance sanitaire suite à de nombreux cas suspects de décès lors du pèlerinage. Aucun cas grave parmi les pèlerins sénégalais contrôlés positifs, mais les autorités sanitaires les invitent à renoncer au ganalais pour éviter tout risque d'épidémie. Anna Rocha. 1301 personnes sont mortes cette année lors du pèlerinage à la Mecque. Selon Riyad, un grand nombre de morts est dû à la chaleur. Mais cette version n'a pas semblé convaincre le ministère de la Santé du Sénégal suite aux nombreux cas de décès non élucidés, non seulement lors du pèlerinage, mais aussi de retour de pèlerinage dans certains pays. Une équipe de dépistage volontaire ou symptomatique de syndrome grippaux a été mise en place à l'aéroport international Blaise Diagne. Sur 124 tests de diagnostic rapide, 78 cas ont été détectés positifs au Covid-19, dont 36 cas confirmés par PCR. Le séquençage est en cours pour connaître le type de variant qui circule actuellement, mais déjà pour éviter tout risque de nouvelle épidémie, le ministère de la Santé a décidé de suivre certaines mesures sanitaires. Il s'agit notamment de la pré-identification des pèlerins de retour de la Mecque présentant des symptômes grippaux tels que les difficultés respiratoires, de la toux, de la fièvre ou des douleurs, mais aussi le dépistage systématique des cas suspects. Le ministère invite les pèlerins à renoncer à la communion dénommée ganalais pour les cas de pèlerins déclarés positifs pour éviter les rassemblements et donc la propagation du virus. Dans son communiqué, le ministère renseigne par ailleurs que le Covid-19 n'a jamais vraiment quitté le Sénégal avec quelques cas enregistrés parfois au sein de la population. Venons-en maintenant au bilan de la couverture sanitaire du pèlerinage marial de Popenguine, satisfaisant selon le service d'hygiène et le chef de la brigade régionale de Thiès précise que Popenguine est une localité qui accueille beaucoup de monde et des infrastructures telles que le port de Ndayan. C'est pourquoi il faut y ériger une brigade spéciale. Le capitaine Iris Ndiaye, chef de brigade régionale de Thiès, au micro de Ndeye Matidia. En termes de visite à domicile, donc on a sillonné beaucoup de maisons, donc au nombre de pratiquement 700 et quelques. Par rapport à ce qui vendent des denrées alimentaires, on a eu à contrôler pratiquement 502 personnes. Donc nous avons aussi procédé à la surveillance des camions de vidange qui ont eu à retirer pratiquement dans les maisons 6500 mètres cubes d'eau usée qu'ils ont eu à déverser dans l'endroit qui a été agréé. Par rapport à l'aspersion intradomiciliaire aussi, il y a pratiquement 700 et quelques maisons qui ont été visitées par les agents d'hygiène. Au vu de ces performances, on s'est rendu compte qu'il y a pratiquement 3 aspects sur lesquels il faut qu'on mette l'accent. Donc c'est d'abord le fait de pouvoir ériger, comme on le dit chaque année, Popenguine en brigade spéciale. Parce que ce pèlerinage chaque année monte en puissance. Donc il y a le facteur santé qui est
très important à tenir en compte. Et surtout la dimension prévention. Mais ça nécessite beaucoup de moyens que présentement la brigade de Popenguine n'a pas. Donc le fait de l'ériger en brigade spéciale, ça permet vraiment d'accroître les moyens qui leur permettent non seulement de pouvoir procéder à la couverture correcte de ce pèlerinage, et le fait qu'on a ici un palais présidentiel qui est là, donc qui nécessite souvent aussi des activités allant dans le sens de la préservation de la santé. Il y a dans l'avenir aussi la construction du port de Ndayane. L'autre aspect qui est important à l'issue de cette évaluation, c'est surtout donc la gestion des eaux usées et tout ce qui tourne autour de cette gestion. L'autre aspect important, c'est surtout les moyens à mettre en œuvre vraiment pour avoir une eau saine. Plus de 150 migrants sénégalais sont bloqués depuis 4 mois à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Ils sont logés dans un camp de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, en plein désert à Agadez. Ils attendent d'être rapatriés et lancent un appel aux autorités sénégalaises. Cherouna Gueye fait partie de ces migrants. Nous sommes au Niger ici, sur le désert. Il y a d'autres qui sont quittés au Maroc, d'autres la Tunisie, Algérie. Donc vraiment nous sommes là et puis que nous sommes pour vivre ici, pour qu'on vive ici, c'est pas facile. Parce que pour gagner l'eau, pour gagner des nourritures, tout ça, bon, c'est pas facile. Donc il y a d'autres aussi, il y a des blessures, il y a d'autres qui sont déjà morts. Donc vraiment, on lance appel avec le nouveau gouvernement du Sénégal pour qu'on nous aide plus rapide. Parce que vraiment actuellement c'est difficile. Et puis que c'est la jeunesse qui est là. Donc, parce que si tu vois, c'est Sénégal seul, il y a d'autres nations, sont comme exemple Guinée. Le vol de Guinée est déjà venu ici plus de 4 fois devant nous ici. De 4 fois. Donc nous aussi vraiment, nous sommes fatigués. 4 mois c'est trop. 4 mois, 5 mois nous sommes là. Parce que pour quitter à Algérie, il y a d'autres, ils ne sont même pas les numéros pour contacter leur famille. Parce que vraiment les trucs, ils prennent nos téléphones, l'argent, rien et laissent rien. Donc là, nous demandons le nouveau gouvernement plus rapide pour qu'on nous aide. Vraiment, parce que nous sommes trop fatigués. Si là, il n'y a pas l'eau, voilà, il n'y a rien. Pour manger aussi, c'est difficile. Actuellement, nous sommes 154. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Allons à l'Assemblée nationale où le député non inscrit Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a déposé une proposition de loi ce matin. C'est pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Il dit solliciter le soutien de tous les parlementaires. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est au micro de Moukalsoum Li. Comme promis, aujourd'hui à 10h, j'ai déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Nous voulons modifier l'alinéa 3, article 319 du Code pénal, parce que nous, tout ce qui a trait à l'homosexualité au Sénégal, on ne peut pas l'accepter. Et donc, j'ai été très choqué de voir le Premier ministre du Sénégal accueillir Jean-Luc Mélenchon, qui a été pratiquement le premier député français à demander à ce qu'on adopte l'homosexualité en France. Cette année, de façon symbolique, j'ai donc voulu être le premier député sénégalais à demander la criminalisation de l'homosexualité. Et je demande à tous les députés de se mobiliser pour que ça passe. L'Assemblée nationale où le bureau s'est réuni ce matin, réunion suivie de la conférence des présidents. On attend la prochaine convocation de l'Assemblée nationale et l'ordre du jour, certainement dans les prochaines heures. Elles sont 32 lauréates, 16 en maths et 16 en sciences des 16 académies du pays qui ont été récompensées pour leur excellence ce matin. Pour cette année, les lauréates sont pour les mathématiques radicènes du CEM Keur Badiane Maï de Diourbel et pour les sciences, la Miss nationale est Ramatoulaye Kane du lycée d'excellence de Diourbel. Le ministre de l'Éducation a parlé à cœur ouvert aux lauréates pour leur dire, je cite, que ça ne peut pas marcher sans elle. L'avenir, c'est la science et la technologie. Le ministre est aussi revenu sur l'importance du thème, à savoir la promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face au changement climatique. Université Iba Der Thiam de Thiès, des experts en hydrosciences alertent. Il y aura beaucoup de pluie cette année, donc beaucoup d'eau. Ils invitent l'État à prendre déjà des mesures pour lutter contre les inondations et impliquer les experts dans les universités. Reportage Cheikh Anta Diop. Les professeurs experts en eau ont harmonisé leur position
et sont parvenus à trouver des stratégies pour lutter contre les inondations. Professeur Seydou Ndaw, chef du département hydrosciences et environnement de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les optimistes, eux, pensent qu'il y aura les quantités d'eau qui vont augmenter, engendrant donc beaucoup d'inondations. Il appartient aux autorités étatiques d'impliquer davantage donc ces experts qui vont leur donner des idées pour non seulement lutter contre les inondations, mais trouver des moyens techniques pour stocker ces eaux-là afin de pouvoir donc les réutiliser dans plusieurs domaines. Alors ces quantités d'eau susceptibles de causer des inondations, il faut qu'on trouve les moyens donc de les canaliser. Cette rencontre d'échange entre professeurs et étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès a permis aux étudiants de l'IFR Sciences et Technologies d'évoquer plusieurs points. Ils comptent même descendre sur le terrain dans le monde rural pour expliquer aux paysans le changement climatique et son impact sur les cultures. Diane Dong, étudiante en master en ingénieur et gestion de l'environnement. L'impact sur la biodiversité, sur les sols, sur les ressources en eau, sur la gestion des déchets aussi. Durant 2 jours, ces étudiants et professeurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont échangé. Ils ont mis l'accent sur les effets, les impacts de ce changement climatique dans le monde en général et au Sénégal en particulier. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ce qui nous amène à parler de l'exploitation des rizières de la commune de Sansamba dans la zone de Niassène. L'entreprise Général Service est en train d'extraire de l'argile pour la fabrication de carreaux. Les populations de certains villages s'opposent au projet car, selon elles, l'exploitation de cette argile s'étend sur 10 hectares et cela empêche la culture du riz. Pire, certaines familles n'ont pas été indemnisées. Les jeunes accusent le maire d'être à l'origine de ce problème. Makhili Djemé est le porte-parole du collectif de défense des terres de la commune de Sansamba. Il est au micro de Bakary Konté. L'objet de notre rencontre est depuis Sansamba, depuis qu'il est devenu commune, la population souffre de tous les maux. Nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème d'eau potable et même actuellement nous sommes à Sansamba village. Sansamba village, ils ont un problème de forage. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est l'extraction de l'argile qui est dans la commune de Sansamba. L'argile, ça nous permet de cultiver le riz. Donc nous, nos ancêtres, ont cultivé sur ces terres-là. Donc si aujourd'hui, Sansamba est devenue commune et que le maire soutient cette extraction au détriment de la population, là, nous, en tant que jeunes, je pense que notre droit le plus absolu, c'est de mettre debout et alerter l'opinion nationale et le président de la République. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, parce que dans la commune de Sansamba, le régime qui est là, c'est le maire et du PASTEF. Aujourd'hui, au niveau national, le président, il est du PASTEF. Nous savons tous combien de fois le président, ou bien ce régime actuel, est catégorique par rapport au foncier. Donc, si le régime est catégorique par rapport au foncier, et dans nos communes, nous, on assiste en tout cas à l'exploitation de nos terres. Là, nous avons, nous allons conclure. Il y a une discrimination quelque part. Donc nous, en tant que jeunes, le droit le plus absolu qu'on a, c'est d'alerter l'opinion nationale. Nous constatons une mauvaise gestion de nos autorités. Notre correspondant Bakary Konté a tenté de joindre le maire sans succès pour l'instant. Ses proches, cependant, promettent de réagir dans les jours à venir. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Mali, plusieurs terroristes tués dans la région de Kidal. 6 terroristes neutralisés par les forces armées lors d'une opération dans le secteur d'Abey Dara et aux alentours, selon l'état-major général des armées. L'opération a permis de récupérer du matériel composé de 3 postes radio portatifs, des armes et plusieurs munitions. Plusieurs motos ont été détruites sur place. Crise Bénin-Niger, 2 anciens présidents béninois jouent au médiateur. Thomas Boni Yahi et Nicéphore Soglo, les 2 anciens présidents se rendent à Niamey ce lundi pour tenter d'apaiser les choses entre les 2 pays. L'annonçaient les services de communication des 2 anciens présidents. Aucun détail sur la durée de leur séjour et sur les détails du programme n'a cependant fuité. Le communiqué mentionne des échanges avec les responsables nigériens au plus haut niveau, certainement avec les autorités de la junte nigérienne. Au Kenya, la main tendue du président William Ruto aux jeunes qui manifestent contre un projet de nouvelle taxe. Il dit être prêt à avoir une conversation avec eux, un dialogue donc sur le projet de loi de finances publiques. Anna Rocha. Les jeunes Kenyans ne lâchent pas l'affaire. Ils continuent leur mobilisation contre le projet de loi de finances publiques qui prévoit la mise en place de nouvelles taxes. La semaine dernière, des milliers de jeunes sont descendus dans les rues à travers le pays pour demander son annulation. Selon RFI, qui cite des organisations de défense des droits humains, 2 jeunes ont perdu la vie dans les manifestations de jeudi dernier et au moins 200 personnes ont été blessées. Hier dimanche, sur le parvis de
de la basilique Holy Family en plein centre-ville de Nairobi, une vingtaine de jeunes étaient rassemblés. Ces rassemblements de protestation ont également eu lieu dans d'autres villes, notamment à Nyahururu, à 200 km au nord de Nairobi. Le président William Ruto y assistait à sa messe dominicale. Le chef de l'État s'est exprimé publiquement et pour la première fois depuis le début du mouvement. Nos jeunes se sont mobilisés pour participer aux affaires de notre pays. Je veux leur dire, nous allons dialoguer avec vous afin de pouvoir identifier vos problèmes et travailler ensemble en tant que nation, a déclaré William Ruto. Pourtant, les manifestants ont appelé à de nouvelles mobilisations pour demain, mardi, mais également jeudi prochain. La Russie, pour terminer, au moins 15 policiers tués dans des attaques ayant visé hier des églises orthodoxes et une synagogue au Daghestan dans le Caucase russe. Selon le dirigeant régional Sergueï Meliko, ils ont protégé les civils au prix de leur vie. Le bilan initial faisait état de 8 policiers tués et un prêtre tué dans ces attaques. Merci Georges Détier Diop. À 12h23 dans un instant, le journal des sports, mais avant cela, notre rubrique Point de vue qui va parler notamment de la cherté de l'électricité et des médicaments et autres prestations de santé dans le cadre des mesures prises par l'État pour baisser les prix de certaines denrées de grande consommation. Et pour ce faire, nous serons avec nos deux intervenants du jour, le docteur Amath Niang, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, et maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Le journal des sports qui commence avec l'athlétisme. La fédération sénégalaise salue la performance de Cheikh Tidiane Diouf, qui a remporté la médaille d'or hier sur 400 mètres. Une performance qui pousse le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme à encourager les formateurs et encadreurs, mais également à pousser les athlètes à donner mieux pour faire briller le nom du Sénégal sur l'international. Et là, Baretiam, que nous écoutons. La consécration de Cheikh Tidiane Diouf, qui vient d'être champion d'Afrique 400 mètres avec un chrono de 45-22. Donc c'est un sentiment de mission accompli par rapport à ces championnats-là. Donc on ne pouvait espérer mieux. Parce que étant sur la plus haute marche, donc au sommet de l'Afrique, par rapport à cette épreuve, je pense qu'aujourd'hui c'est un sentiment de satisfaction générale. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc c'est un athlète qui est très sérieux dans les entraînements et c'est l'occasion aussi de le féliciter, mais aussi de féliciter son entraîneur qui l'a détecté et qui est parti de rien avec lui jusqu'à en arriver là. Donc dans une durée plus ou moins très restreinte. Donc il en a fait un champion d'Afrique aujourd'hui. Donc il est tout heureux de constater que nous, en tant que Fédération sénégalaise d'athlétisme, nous sommes très satisfaits aussi bien de son entraîneur, du directeur technique, mais aussi de l'ensemble des athlètes qui sont dans cette trempe. Maintenant, Pape Serigne Diène, c'est l'occasion aussi de le féliciter. C'est lui qui a entraîné le gosse, qui l'a amené au niveau de ces Jeux-là, et c'est avec lui qu'il a réussi ce qu'il a fait. Donc ce gosse a beaucoup de capacités, il a beaucoup de capacités, et je pense qu'aujourd'hui, s'il a plus d'accompagnement, notamment de l'État et des autres partenaires, donc il peut faire mieux, il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Malal, à Saint-Louis, les acteurs du sport réclament la réouverture du stade Maître Babacar Sèye. Fermé depuis le 15 octobre 2015, il y a cela 9 ans, les acteurs ont décidé d'organiser une rencontre pour exiger la réouverture de ce stade Maître Babacar Sèye, mythique qui est au cœur du faubourg de Sor, pour y organiser des activités navétanes. Dadien estime que trop, c'est trop. Il porte la parole du comité des Saint-Louisiens. Nous étions réunis aujourd'hui préoccupés par la réouverture du stade Maître Babacar Sèye. Et l'un des problèmes de sécurité majeurs, c'est quand même ces matchs de navétane qui se déroulent jusqu'à des heures tardives et qui posent des problèmes de sécurité dans la ville. Et pour réaliser ce projet qu'il a, de limiter, d'arrêter les matchs à minuit, il se demandait comment il allait faire. Maintenant, on lui a donné une solution, c'est de réouvrir ce stade-là. Et du coup, il est dans de très bonnes dispositions pour vraiment nous accompagner à la réouverture du stade. C'est pourquoi nous avons fait un appel à la population, aux sportifs, pour une première réunion aujourd'hui. Et nous avons recueilli l'avis des uns et des autres. La prochaine étape, c'est d'abord de laisser le préfet venir faire le constat de l'état des lieux du stade. Et ensuite, il nous permet, c'est lui qui nous l'a dit, après sa visite, il nous permet de nettoyer le stade, de refaire le stade comme on veut.
Pour finir, Suleiman, parlons de l'Euro et de la Copa América. En Europe d'abord, aujourd'hui, suite de la 3e journée, Albanie, Espagne, Italie, Croatie. Tard dans la soirée aujourd'hui, avec la première sortie du Brésil pour la Copa América, les Brésiliens avec Vinicius qui joue contre Costa Rica, Uruguay contre Panama, le Paraguay jouera contre la Colombie. Les matchs vont démarrer entre 23h et 1h du matin. Merci, Malal Junior Diagne. La presse de ce lundi 24 juin 2024 passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, revoilà la Covid-19. En somnolence depuis bientôt 3 ans, le virus refait surface dans les bagages de nos pèlerins. Tous ou presque ont été testés positifs au coronavirus. Entre 20 et 60% des cas chez les pèlerins en fonction des vols. Vox Populi le dit, le ministre de la Santé tente de rassurer les populations en laissant entendre il y a quelques cas qui proviennent de la Mecque et qui sont positifs. Il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a à faire des efforts dans le cadre de la prévention officielle quand toutes les données sont là. Le journal d'avertir les Ghanais risque d'être de dangereux foyers d'incubation. Un dispositif de surveillance a été installé à AIBD. Sur ça indique que c'est l'Institut Pasteur qui veille au grain. L'IRSF a été remercié. La baisse des prix de denrées de première nécessité, les mesures entrent en vigueur aujourd'hui, vous le savez, et les meuniers risquent de faire capoter la mesure, en tout cas pour ce qui est du pain. La baguette, vous savez, passe de 175 à 150 francs. S'estimant lésé avec ces mesures de baisse des prix qui entrent en vigueur aujourd'hui, les meuniers ont décidé de croiser les bras comme mesure de rétorsion. Ils annoncent un arrêt provisoire de la production de la farine. L'État du Sénégal a du pain sur la planche, constate Vox Populi. Le stock des boulangers ne peut pas tenir plus de 3 jours. En clair, les meuniers refusent de vendre à perte. Le mal est donc dans la farine, croit savoir Rémi Quotidien. Dans l'info, les meuniers se font plus clairs. La baisse de 4000 francs CFA n'est pas financée à ce jour. Nous avons donc décidé par conséquent à compter de ce lundi 24 juin la suspension de la production de farine, mesures qui ont pour vocation à être reconduites tant qu'une réponse définitive n'est pas trouvée. Ousmane Sonko et la déclaration de politique générale qui ne vient pas, le PM ne trouve pas toujours le chemin de l'hémicycle. Pourquoi ça attend toujours? Eh bien, le quotidien croit avoir découvert le poteau rose, à peur de croiser le fer avec les députés de l'opposition. Il y en a qui commencent à s'impatienter. Ils parlent de violation de la Constitution. Ils veulent d'ailleurs saisir le juge constitutionnel pour amener de force Ousmane à l'Assemblée. Sonko, la marche à reculons. Le journal note qu'il est pris dans le piège du calendrier avec la clôture de la session parlementaire le 30 juin. En tout cas, il a jusqu'au 5 juillet prochain pour se présenter. Et Adji Mbergane Kanouté, députée Benno Bokk Yakaar, vice-présidente du groupe parlementaire de l'opposition, bien sûr, pour elle, c'est un passage obligé de Ousmane Sonko. Mais pour le moment, la parlementaire nous dit que les députés sont tournés, concentrés sur le débat d'orientation budgétaire prévu au plus tard le 30 juin prochain. Commentaire de sucré salé, Sonko sans solution, viendra ou viendra pas, quand, pourquoi autant de retard, autant de questions qui s'abattent sur Ousmane Sonko qui traîne les pieds pour se rendre à l'Assemblée afin de faire sa DPJ, une déclaration de politique générale sans hypothèse, mais il n'y a pas sans solution car il faudra venir à l'Assemblée pour partager les contenus des orientations politiques et économiques du pays. Pour l'instant, il y a du pain sur la planche avec la grève des meuniers qui refusent d'appliquer la baguette à 150 francs CFA. PASTEF, APR et les autres, Amadou Ba dans un triangle de feu en posture de chef de l'opposition. Il va devoir se battre sur 3 fronts, relève Besbi les jours, pour espérer bien sûr avancer. Demain, c'est maintenant, approuve la posture républicaine de Amadou, est prêt donc à l'accompagner. À la une du journal Le Soleil, pétrole de Sangomar, commercialisation en début juillet. La première cargaison commerciale issue du champ pétrolier de Sangomar est attendue en début juillet. Il est prévu selon le journal une production annuelle de 11 700 000 de barils de pétrole brut pour 2024, dont un volume de 4,34 millions de barils est destiné au marché domestique. Et puis sport pour boucler Copa América. Après l'Argentine, le Brésil de Vinicius joue ce soir contre le Costa Rica. Dans la nuit de ce lundi donc à mardi, les Brésiliens peuvent en profiter pour faire taire les critiques et lancer un message à la concurrence. Vinicius et consorts doivent répondre. Coupe d'Europe groupe B, 3e journée, Italie-Croatie, choc coupéré. L'Italie est surclassée par l'Espagne et la Croatie vieillissante s'affrontent ce lundi à Leipzig à 19h dans un match couperé pour la qualification en 8e de finale de l'Euro 2024 qui pourrait laisser sur le carreau le tenant du titre et la brillante génération de Modric. Bonne nuit à tous.
de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h32 minutes. Nous allons parler globalement de la cherté de la vie et des mesures prises par l'État pour baisser le prix de certains produits et services. Nous parlerons plus spécifiquement de la cherté de l'électricité et des médicaments et autres prestations de santé avec nos deux intervenants du jour. Maître Massor Nakan, bonjour. Vous êtes le président de SOS Consommateurs. Dans un instant, nous serons avec le docteur Amatnian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Je commence avec vous, Maître Massor Nakan, donc, avec une question d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque ce lundi, c'est le jour d'entrée en vigueur de la nouvelle grille des prix de certaines denrées qui ont fait l'objet de mesures de baisse de prix de la part du gouvernement. En tant que président d'une association de consommateurs, quelles sont les remontées que vous avez de vos membres et plus globalement des consommateurs sur l'effectivité de la baisse de ces prix-là? Vous avez bien raison de parler de l'effectivité de la baisse de ces prix. D'abord, il faut que l'arrêté du ministre soit publié, mais il faut, sur le terrain, qu'on veille à ce que les mesures puissent être respectées. Ce qui m'étonne, c'est que les meuniers ont réagi en disant qu'ils vont arrêter la fabrication de la farine. Ça, c'est du chantage. Et ils n'ont pas le droit de faire cela. S'ils respectent les Sénégalais, s'ils respectent les autorités, ils doivent consentir à la baisse qui a été décidée, parce qu'ils ont été consultés avant. Mais le problème au Sénégal, c'est que les meuniers se sont constitués en association, et ce qu'ils font, c'est une entente illicite. C'est totalement illicite, c'est illégal ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent aller plusieurs meuniers et vendre au même prix déjà. A fortiori, décider eux-mêmes, ensemble, de prendre une position pour dire qu'ils refusent. Vous êtes donc insensible à leurs arguments, disons, économiques, notamment leur coût. Les mesures qu'il faut pour d'abord faire constater cette entente illicite, parce que c'est de visu, c'est connu, puisqu'ils ont une association, ils ont le droit d'avoir une association, mais ils n'ont pas le droit de s'entendre sur les prix ou sur la façon dont ils vont vendre la farine. Ça, c'est un délit et ça va être sanctionné. En tout état de cause, ils sont en concertation au moment où nous parlons avec le ministère du Commerce, des concertations donc qui pourraient aboutir à une entente, notamment sur la subvention que l'État doit accorder en conséquence de cette mesure de baisse. Alors, beaucoup se sont félicités de ces mesures de baisse. Certains font la fine bouche sur les montants donc de ces baisses, mais surtout pensent que on ne peut pas avoir un impact sur la cherté de la vie si on n'agit pas sur les coûts ou les prix des prestations de santé, les médicaments notamment, mais aussi les consultations, etc. Et surtout sur l'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Massor Nakan? Alors, la santé, d'abord, pour commencer, le système de santé est à terre. Il suffit d'aller dans les hôpitaux qu'on appelle les établissements publics de santé. Vous allez à l'accueil et aux urgences, c'est la catastrophe. Parce que même pour faire des perfusions, on fait acheter des cathéters, alors que ça devait être maintenant. Donc, le système de santé, le prix des hospitalisations, des soins, tout ça, ça doit être mis sur la table et discuté. Parce que, d'abord, il n'y a pas d'harmonie dans les tarifications dans les établissements publics de santé, mais il y a des abus, il y a des manquements graves. Parce que l'État, c'est le plus gros débiteur, c'est l'État qui doit mettre l'argent dans les hôpitaux pour que ça marche, sinon c'est la catastrophe. Parce que les gens vont à l'hôpital en dernier ressort, quand ils n'ont plus d'autre recours. Ça, c'est pour ce qui est du système de santé et des médicaments. Pour ce qui est de l'électricité, il avait été dit par l'État du Sénégal en 2015 que l'électricité au Sénégal, c'est l'un des plus chers au monde. Je ne dis pas en Afrique, au monde. Et nous avons les documents. Et il nous avait promis qu'avec le plan ISL, en 2020, on achèterait l'électricité entre 60 et 80 francs, et on est loin de là. Donc, il faut auditer le plan ISL, parce qu'on a dépensé des centaines de milliards là-dedans. Avant le plan ISL, il y avait le plan Dakar, il y avait le plan Sohali, ça n'a rien donné. On a bouffé des milliards et ça coûte toujours plus cher. Donc, c'est l'un des plus chers au monde, et c'est un facteur de production et de stabilité dans les ménages.
tant qu'on ne réduit pas l'électricité, ce sera toujours inopérant, aussi bien dans les entreprises que dans les ménages. Tout à fait. Donc ça, c'est énormément de problèmes qui attendent les autorités. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a le logement, le loyer, on a parlé de l'éducation, le transport, la santé, etc. Et les denrées de première nécessité. Donc ces premières mesures-là, tout le monde doit les respecter, parce que c'est les premières mesures. On reviendra avec vous tout à l'heure pour aller plus en détail dans vos propositions et sur les autres produits et services que vous venez d'évoquer, notamment le transport, l'éducation, le loyer, entre autres. Nous avons été rejoints par, nous avons pu contacter le docteur Amath Niang. Bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, Dombaye, comme on dit, vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et vous êtes interpellé à 2 titres par le thème de notre point de vue aujourd'hui, puisque vous êtes consommateur professionnel d'électricité avec vos officines. Je parle des pharmaciens en général, mais vous êtes également interpellé en tant que pharmacien, c'est-à-dire vous êtes chargé du commerce entre guillemets des médicaments et beaucoup pensent que les médicaments coûtent beaucoup trop cher et contribuent à la cherté de la vie au Sénégal. Alors, quel est votre avis sur ces considérations et surtout, il y a 2 aspects dans la question, c'est-à-dire en tant que consommateur d'électricité, mais aussi en tant que fournisseur de médicaments, en tant que pharmacien. De ces 2 points de vue-là, quel est votre avis? Merci Suleiman. Dombaye, je me permettais également de saluer notre doyen et ami Maître Massorna, que j'ai fait un coucou, et remercier la RFM vraiment de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur ces 2 questions. Le problème de l'énergie, je pense que il faut qu'on aille vers une facturation juste et équitable. Je pense que les questions de tranche, de première tranche et de deuxième tranche constituent véritablement une violation par rapport quand même à l'intégrité du consommateur. Parce que payer au-delà de ce qui est consommé ne me semble pas en fait relever d'une certaine rationalité. Parce que dire que si vous dépassez tel, donc il faut payer selon quand même ce qui est consommé et par rapport à une facturation qui répond quand même aux normes commerciales et juridiques. Je pense que ça aussi c'est un problème qui s'est assuré. Le problème de l'énergie aussi se pose par rapport quand même à l'épanouissement des établissements pharmaceutiques, des officines de pharmacie où il y a des exigences par rapport à la conservation de certains produits, l'environnement qu'il faudra gérer parce que les médicaments ne peuvent pas en fait gérer d'une certaine façon avec des conditions climatiques. On connaît aujourd'hui la situation climatique de notre pays, dans certaines localités, centre-ville, au niveau du nord, du sud et autres. Donc, les variations climatiques sont telles que les pharmaciens sont obligés, effectivement, de prendre sur eux-mêmes des investissements qui devront leur permettre vraiment d'être en adéquation avec les normes de gestion de ces produits. Donc, non seulement il faut conserver les médicaments dans les frigos, mais il faut aussi... Alors, apparemment, on ne s'entend pas, désolé. Vous m'entendez? Allez-y. Je pense que l'État qui se donne l'ambition de réaliser la souveraineté pharmaceutique par rapport effectivement à la production locale et autres, on connaît aujourd'hui le facteur de l'énergie, comment il est déterminant par rapport à une telle ambition. Aujourd'hui, la prime facturation, c'est un réel problème. Il y a un minimum qu'il faut, même si vous ne consommez ou bien vous êtes en cessation, vous serez obligé de payer cela. Parce que ça aussi, ce sont des choses qui méritent d'être étudiées et faire de telle sorte que les populations puissent consommer et être facturées selon leurs besoins et selon leur niveau de consommation. Oui, mais même si les consommateurs comprennent ces contraintes, il y a certainement des choses à faire en matière de facturation et tout. Il reste que le ressenti, c'est que les médicaments, entre autres produits et prestations de santé sont excessivement chers pour les consommateurs, au point que les gens sont obligés de faire appel à d'autres moyens de se soigner qui ne sont pas forcément les meilleurs.
Est-ce qu'il y a une marge? Comment est déterminé le prix des médicaments? Est-ce qu'il y a des marges pour justement baisser les prix au bénéfice des malades, des consommateurs? Je voudrais vraiment préciser un élément assez important. On semble porter la responsabilité du pharmacien par rapport à la cherté du prix, ce qui est tout à fait contraire à la réalité. Le pharmacien n'a aucune responsabilité, et je le précise tout clairement. Le pharmacien ne fixe pas le prix du médicament. Le pharmacien n'a qu'une responsabilité, si ce n'est que d'apposer l'étiquette du prix sur le médicament. La fixation du prix du médicament relève de la responsabilité de l'autorité politique. La structuration tient compte de 3 ministères. Le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui aux professionnels du commerce, aux responsables du commerce, d'avoir toute l'opportunité et le droit vraiment de s'introduire dans les établissements de pharmacie pour contrôler la conformité des prix. Maintenant, il va falloir aller vers une mise à jour par rapport au contenu et aux facteurs qui interviennent par rapport à la structuration du prix du médicament. Ça fait très longtemps que nous avons en fait soulevé l'existence en fait du timbre douanier qui n'a plus son sens, qui aurait peut-être un impact. Mais à côté de cela, le pharmacien également est un Sénégalais. Il a des préoccupations. Il a une marge aujourd'hui à partir de laquelle il gère tout son environnement d'exploitation. Il gère son personnel, ses charges, il paye l'essentiel de ses achats, si bien qu'il se retrouve avec une marge qui ne lui permet même pas de se retrouver correctement. Le Sénégal est l'un des rares pays africains où la marge du pharmacien est la plus faible. Et je le dis en tant que président de l'ordre et membre de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique, et pour être également vice-président de la conférence internationale des ordres pharmaciens francophones. Donc la marge de manœuvre est étriquée, et s'il y a une marge, c'est à l'État de renoncer à certains de ses droits, notamment au timbre douanier, c'est ça? Droit que l'État doit pouvoir céder pour pouvoir permettre quand même une révision du prix du médicament et aller vers même l'amélioration de la marge du pharmacien qui ne lui permet plus de s'en sortir. Le médicament peut être géré du point de vue de la révision de son prix au point de permettre aux pharmaciens d'accomplir convenablement sa mission de santé publique, parce que la charge de faire disposer les médicaments est une charge très lourde. Alors, Maître Massokhna Kane, ce qui ressort des débats qu'on a ces derniers temps sur cette question de la cherté de la vie et des mesures de baisse décidées à bon droit, mais surtout de façon opportune par les autorités, c'est que il faut trouver un juste milieu entre les revenus de l'État, notamment revenus fiscaux, les taxes, la douane, etc., et les subventions que l'État doit accorder forcément quand il décide d'autorité de baisser des prix et d'imposer ces mesures aux commerçants. Justement, en y intégrant justement les autres services que vous avez évoqués tout à l'heure, l'éducation, le transport, etc., comment résoudre cette équation d'après vous? Oui, il faut que l'État trouve d'autres niches de revenus. Non seulement il y a les institutions budgétivores qui n'ont aucune raison de continuer à exister, mais il faut trouver des niches de recettes ailleurs pour faire face à ces dépenses qui sont importantes. N'est-ce pas? Merci à tous les deux. Malheureusement, le temps qui nous est accordé est expiré et arrivé à son terme. Je vous remercie et on vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Docteur Amath Niang, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, et Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. C'est la fin de cette édition à 12h46. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaye, Abdoulaye
Abdoulaye Diop à la mise en onde, Digital Maïsambay à la production Aliouba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Mamadou Mohamed Ndiaye pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Excellent après-midi. Au revoir.